Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces rétrospectives du journal sur APIC Télévision. Nous les débutons avec cet élément de la santé. En déplacement à Bunia, dans la province des Lituri, les ministres de la Santé et les autorités provinciales ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie d'Ebola de souche Bundibugyo entre dispositifs sanitaires renforcés, mobilisation communautaire et réponse aux rumeurs alarmiste. Le gouvernement assure que la situation reste sous contrôle malgré les défis sécuritaires. Suivez. Dans la province, nous avons 105 malades. Alors, je voudrais insister là-dessus pour dire, parce que j'ai entendu ça dans la presse, que l'épidémie est hors contrôle. Nous avons 105 personnes qui sont dans les centres de traitement. On ne peut pas être hors contrôle. À Bunia ou dans toute la province? Je dis bien, tous les malades que nous avons dans les structures de soins, nous sommes à 105. Et donc, on ne peut pas nous dire que l'épidémie est hors contrôle. Quand on a 105, ça peut se soigner, même pas dans un hôpital général de référence. Ce n'est pas un nombre qui peut nous rendre complètement parano pour dire que nous sommes dans une épidémie incontrôlée. Je voudrais quand même insister aussi sur un autre chiffre qui est intéressant. C'est, je vous ai dit qu'on est à peu près à 906 cas suspects. Là-dedans, je compte les cas qui sont dans la province de l'Ituri, mais aussi dans le nord et le sud Kivu. Alors figurez-vous qu'en dehors de l'Ituri, jusqu'à présent, il y a 21 suspects. C'est-à-dire 20 dans le nord Kivu et 1 dans le sud Kivu. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une situation telle qu'on la ressent au niveau surtout international ou surtout au niveau des médias, parce que depuis que nous avons commencé, nous avons 20 cas. Peut-être qu'il y a des cas que nous n'avons pas encore vus, mais vous savez que dans notre pays, personne ne cache un cadavre. Tout le monde est enterré. Restons dans santé face aux inquiétudes grandissantes autour de l'épidémie d'Ebola de souche Bundibugyo. Le ministre de la Santé a tenu à rassurer l'opinion publique depuis Bunia. Entre précisions sur les cas suspects, annonce de première guérison et garantie de la gratuité totale de soins, les autorités sanitaires affirment que la situation reste sous contrôle malgré la vigilance renforcée sur terrain. Suivez cet extrait choisi par Christian Lagrasse Liolia. Au cours d'un briefing tenu tard la nuit à Bunia, le ministre de la Santé, accompagné des autorités provinciales, a présenté l'état de la riposte contre Ebola en Ituri. Depuis que nous avons commencé, nous avons 20 cas. Peut-être qu'il y a des cas que nous n'avons pas encore vus, mais vous savez que dans notre pays, personne ne cache un cadavre. Tout le monde est enterré. S'il y avait des enterrements cachés, on le saurait. Et donc, en fait, je pense que nous devons relativiser les cris alarmistes qui sont faits en disant nous travaillons de manière systématique, de manière méthodique, mais nous avons aussi la capacité d'anticiper en disant dans cette approche, est-ce que les cris d'alarme qu'on nous lance, est-ce qu'ils correspondent à une réalité ou pas? Moi je dis que pour l'instant on a 105 malades hospitalisés, si on en avait plus, on les aurait gardés. Et nous avons 906 personnes qui ont été des cas suspects dans lesquels on a déjà qui sont guéris, ceux qui sont encore malades et ceux qui sont juste surveillés. Et nous avons malheureusement 223 personnes qui sont décédées pour lesquelles nous sommes en train effectivement d'analyser les causes des décès. Face aux inquiétudes sur une supposée aggravation de l'insécurité en Ituri, le gouverneur de province a tenu à rassurer l'opinion. Ceux qui parlent aujourd'hui de l'insécurité à Bunia, je crois que
il devrait venir. Nous sommes en train d'organiser notre aéroport ici, l'aéroport de Bunia. Et donc dans quelques mois, il sera fini. Je les invite à venir visiter Bunia. Et je suis sûr, non seulement Bunia, l'Ituri en général, et je suis très sûr qu'ils vont changer d'avis. La crise a commencé à Mungwalu. Et donc nous avions déjà envoyé une équipe qui est allée à Mungwalu, qui a travaillé à Mungwalu. Et ces malades-là ont été pris en charge. Le ministre de la Santé, le docteur Roger Samuel Kamba, a également apporté des précisions sur les statistiques de l'épidémie. Les autorités sanitaires annoncent par ailleurs plusieurs guérisons enregistrées dans les centres de traitement, tout en maintenant la gratuité totale de la prise en charge des maladies. Je ne peux pas vous donner ce que ça coûte, la guérison d'un cas d'Ebola, parce que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Je ne me pose vraiment pas cette question. Je me dis, tous les patients doivent avoir accès aux soins. Tous les patients doivent avoir accès au diagnostic. Ce que ça coûte, ce que ça va coûter. D'abord, notre plan de riposte en général, je l'ai dit et je le répète, il est de 319 millions de dollars. C'est le plan de riposte global. Régional d'ailleurs, c'est-à-dire la RDC, plus l'Ouganda, plus le Soudan. Et donc, là-dedans, le nombre de cas qu'on aura, on les soignera. Cependant, peut-être que votre question pourrait se poser par rapport au patient, si le patient lui-même prenait en charge. Je rappelle que c'est gratuit. Que ce soit le test, que ce soit la prise en charge, tout est gratuit. Un travail de sensibilisation de proximité est actuellement mené avec les radios communautaires, les chefs coutumiers et les relais locaux afin de renforcer l'adhésion des populations à la riposte. Autre chapitre à présent, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Aimé Boji Songara, a été accueilli le jeudi 28 mai 2026 à Paris par son homologue français, Laël Pivette, à l'occasion d'une visite officielle au sein de l'Assemblée nationale. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de poursuivre et de renforcer la coopération entre la République démocratique du Congo et la République française, notamment à travers leurs constitutions parlementaires respectives. Suivez. Lors des échanges bilatéraux, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun avec un accent particulier sur les développements de la coopération interparlementaire entre Kinshasa et Paris, ainsi que sur la consolidation de relations entre les deux États. Les discours ont également porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RD Congo. Les échanges ont notamment examiné la persistance de la menace des ADF et les effets humanitaires découlant de l'insécurité dans cette partie. Par ailleurs, les responsables ont abordé les dossiers relatifs à la candidature de Madame Juliana Lumumba à l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que les accords de Washington et les perspectives qu'ils ouvrent pour le retour de la paix et de la stabilité dans la région de Grand Lac. À cette occasion, l'honorable Aimé Boji Songara a réaffirmé l'engagement de la RD Congo en faveur de la paix, du dialogue entre le peuple et du renforcement de la coopération internationale. Enfin, les deux représentants d'assemblée ont salué la qualité des relations entre le peuple congolais et français tout en exprimant leur attachement à l'intensification des échanges parlementaires au bénéfice des intérêts de deux nations. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs élus nationaux de deux chambres parlementaires ainsi que des membres de leurs cabinets respectifs. Restant à l'Assemblée nationale, les députés du Chambre basse ont débuté ce mercredi 27 mai l'examen de la proposition de la loi relative à l'organisation du référendum. En République démocratique du Congo, l'initiative portée par le député Paul Gaspard Ngondankoi avait été déclarée recevable le 30 avril dernier par l'Assemblée nationale.
Juste avant l'ouverture de travaux en plein air, le groupe parlementaire Ensemble, seul à représenter l'opposition au sein de la Chambre basse, a critiqué le projet porté par l'Union sacrée, la coalition du pouvoir visant à réviser ou modifier la Constitution actuellement en vigueur. Je vous propose de suivre la déclaration lue par l'un de ces députés de l'opposition. Déclaration politique. Nous, députés nationaux, membres du groupe parlementaire Ensemble, seul groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, après avoir suivi le forcing en cours par la majorité au pouvoir, coalition Union sacrée de la nation, pour changer la Constitution, en violation des articles 219 et 220. Observons que l'examen et le vote de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo n'est qu'une étape vers la réalisation de ce dessein macabre. Entendu qu'une grande partie de notre pays est occupée par les rebelles, l'armée rwandaise et des terroristes ADF, ayant causé des millions de morts, des réfugiés et déplacés de guerre, au nord, sud Kivu, en Ituri et dans le Haut-Ouélé, vu que 2 provinces de notre pays, le Nord Kivu et l'Ituri, sont sous état de siège. Attendu que l'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République, ainsi que de réduire les compétences constitutionnelles des provinces afin de consacrer la dictature. Considérant que les attentes de nos populations sont l'intégrité du territoire, la paix, l'unité nationale et la marche vers le développement. Considérant que le changement de la Constitution, du reste interdit, dont la proposition de loi sur le référendum sous examen n'est qu'une étape préliminaire et suicidaire pour l'unité du pays. Déclarons ce qui suit. 1. Le groupe parlementaire Ensemble suspend sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale relatifs à la proposition de loi fixant les conditions de l'organisation du référendum en RDC. 2. Le groupe parlementaire Ensemble, en sa qualité d'opposition institutionnelle, demande au président de la République, garant de la Constitution, d'arrêter ces initiatives qui tendent à légitimer la rébellion dans la partie est de notre pays. 3. Il appelle le peuple congolais à s'opposer à ce projet macabre et dangereux pour la survie de la nation. Eu égard à ce qui précède, le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la constitution de la RDC et dénonce le risque de consécration de la balkanisation de notre pays. Le groupe parlementaire Ensemble laisse le régime du président Tshisekedi seul devant sa conscience et devant l'histoire pour assumer les conséquences qui découleraient de ces actes préparés en vue de violer la Constitution. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a dirigé le jeudi 28 mai 2026 une réunion stratégique au sein de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. La séance a réuni le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, le ministre de Mines, Louis Watoum, et un délégué du ministère de la Défense, ainsi que plusieurs experts du secteur. Cette concertation visait à réévaluer et à ordonner les actions retenues afin de mettre un terme de manière durable aux exploitations illégales qui appauvrissent les communautés congolaises et portent atteinte à leur environnement. Je vous propose de suivre le compte rendu de la réunion fait par le ministre de la Mine. Au cours de cette réunion stratégique de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, présidée par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani,
à laquelle ont pris part le ministre de la Justice, de Mines, ainsi que plusieurs experts sectoriels. Il a été question du renforcement du contrôle de sites miniers et la limitation de pertes économiques liées à l'exploitation illégale de minerais. Comme vous le savez, nous nous sommes réunis ce soir autour du VPM intérieur en tant que Commission nationale de lutte contre la fraude minière pour faire le point sur l'état d'avancement des tâches qui nous ont été assignées à chacun de nous pour que toutes ces exploitations illicites qui non seulement créent énormément de dégâts environnementaux mais appauvrissent nos populations et causent de grosses pertes à l'État congolais, que nous puissions savoir où nous en sommes et planifier le reste. En ce moment, il y a déjà des injonctions en matière de justice qui ont été appliquées et donc des actions de poursuite envers des individus. Nous voulons voir les Congolais et les Congolaises profiter de leur richesse, que ce soit en artisanal, que ce soit en industriel ou même en semi-industriel, mais ne pas voir ce que nous voyons pour le moment. Et c'était cela qui faisait l'objet de la réunion d'aujourd'hui. À travers cette coordination interministérielle, le gouvernement veut accroître les recettes minières et faire bénéficier davantage l'économie nationale des ressources naturelles du pays. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko est arrivé à Pékin lundi 25 mai en République populaire de la Chine. Cette visite officielle au pays des Mao Shentom s'inscrit dans l'objectif de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise avec une action particulière sur la lutte contre la criminalité. La Fontaine Cabana pour ses reportages. À son arrivée, il a été reçu par Joao Juni, directeur de la coopération internationale de services de sécurité chinois. Cette rencontre marque le lancement d'un programme d'échange diplomatique et technique prévu durant les séjours. Cette mission vise avant tout à consolider la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, notamment dans les domaines de la sécurité intérieure et du renforcement de mécanismes de prévention et de répression de la criminalité. Elle s'inscrit ainsi dans la dynamique d'approfondissement de relations bilatérales entre les deux pays, particulièrement dans le secteur sécuritaire. Parmi les temps forts de la visite figure la signature d'un accord de partenariat entre la police nationale congolaise et les services chinois de sécurité publique. La cérémonie sera présidée conjointement par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani-Louko et Zhu Dantong, représentant des autorités chinoises compétentes. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des réformes engagées au sein de la police nationale congolaise. Elle contribue à la mise en œuvre de la loi de programmation relative à la réforme de la police portée par le VPM Chabani et promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Parlons du ministre d'État, ministre de la Justice et garde à sceaux Guillaume Ongefa. À Tondoko s'est entretenu lundi 25 mai avec une délégation de la coordination nationale du programme de désarmement, démolition, prélèvement communautaire et stabilisation conduite par son coordonnateur national, Jean-Dodier Désiré Tangatita. Cette dernière est venue présenter l'état d'avancement des activités menées sur terrain, le résultat enregistré ainsi que le principal défi auquel les programmes demeurent confrontés dans les zones affectées par le conflit armé et les violences communautaires. Vanessa Makwebe pour ces reportages. Nous sommes passés aujourd'hui en délégation de la coordination nationale pour rencontrer son Excellence Monsieur le ministre de la Justice pour lui rendre compte de nos opérations, de nos activités, partager avec lui les réalisations que nous avons jusque-là observées sur le terrain, mais aussi échanger sur les défis que nous rencontrons sur le terrain et nos projections pour le futur. Et comme vous pouvez imaginer, le ministère de la Justice a un grand rôle à jouer dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, la cohésion sociale
et le relèvement des zones qui sortent des conflits. Vous savez que notre pays fait face à plusieurs défis sur le terrain et en tant que professionnel des médias, vous savez vous-même ce qui se passe actuellement dans les différentes zones géographiques qui sont ciblées en priorité par le programme. Là, je vois par exemple les provinces de l'Est de notre pays, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et le Tanganyika. Ça, ce sont les provinces qui sont actuellement couvertes par le programme. Mais lorsque vous quittez là, vous avez la province du Grand Bandundu, à savoir le Kwilu, Kwango, et donc, sur l'ancien Bandundu, et puis une partie de Kinshasa. Alors, implémenter un programme de désarmement, de démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation nous place face à un certain nombre de défis sur le plan sécuritaire, économique et même humain qu'il faut relever pour arriver à faire de la paix une réalité dans ces zones que nous intervenons. Clôture de matinée fiscale à l'intention de personnes œuvrant dans la profession libérale. Après les tours des avocats, de médecins, de chirurgiens, dentistes et des infirmiers, c'est jeudi 28 mai, les architectes de la République démocratique du Congo ont été sensibilisés en matière d'impôts sur les sociétés, IS en sigle, et d'impôts sur les revenus de personnes physiques, IRPP en sigle également, question de leur permettre à mieux appréhender leurs obligations fiscales aux biens en qualité des contribuables que les conseils auprès de leurs structures respectives et de leurs clients. C'était dans la salle Suzanne de l'hôtel Sultani dans la commune de Lagombe. Sadek Bachala et Glody Maemba nous signent ces reportages. Il était question d'échanges intenses pendant 4 jours, soit du lundi 25 au jeudi 28 mai 2026. Premièrement, l'exposé technique animé par Josué Kaboué Mukanza, coordonnateur de la cellule d'études et membre de l'équipe ISIRPP à la Direction générale des impôts. À la gestion des impôts. Mais nous sommes réunis pas pour les structures, mais plutôt pour la législation, et pas seulement applicable aux associations syndicatives et aux établissements d'utilité publique. Toutes ces législations devraient être touchées parce que, en fait, au nom de la directrice Lili Bilonda Mukuta, directrice chef de service des études statistiques et communication empêchée, Ginzengeli Bonanga, chef des divisions communication et documentation, a salué l'implication des professionnels libéraux tout au long de cette série des matinées fiscales. Il a rappelé l'importance de l'appropriation de cette réforme par les différents ordres professionnels afin de promouvoir le civisme fiscal et une nouvelle collaboration avec l'administration fiscale. Le but ou l'objectif de ces matinées, c'est de donner les innovations majeures portées par cette réforme de la fiscalité directe qui est portée par la loi numéro 23/053 du 30 novembre 2023 qui a institué l'impôt sur les sociétés, en abrégé IS, et l'impôt sur les revenus des personnes physiques, en abrégé IRPP. En fait, ces deux impôts sont venus remplacer l'ancien système d'imposition cédulaire qui a été jugé obsolète pour les remplacer avec ce système que nous disons moderne où l'imposition est globale et la procédure est assez facilitée. Ici, nous avons apprécié l'intervention ou la participation des architectes qui ont posé des préoccupations qui vont dans le sens de l'exercice de leur métier. Principalement, la préoccupation majeure que nous pouvons dégager de ces échanges, c'est par rapport à la catégorie des revenus que nous appelons plus-value de cession dans le cadre de la gestion du patrimoine privé d'un individu. Donc, l'orateur du jour a donné de plus amples informations sur les modalités de perception, de déclaration, les échéances, et je pense que
les organisations ou les corporations avec qui nous avons échangé sont satisfaites. Je crois que vous avez pu avoir les sondages et la Direction générale des impôts, sous la direction de monsieur le directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba, ne lésigne pas de moyens pour porter cette information à l'ensemble du public et surtout aux concernés, nous, personnes physiques en particulier, qui devront nous acquitter de ces devoirs, de nos obligations fiscales. Intervenant au nom du président de l'Ordre national des architectes, Jean-François Mouyongo Kamwangu, secrétaire général adjoint de cette corporation, a remercié l'administration fiscale pour cette initiative qu'il a qualifiée de constructive et enrichissante. Notre souhait est celui de voir ces séances de formation et de vulgarisation être reprises à plusieurs reprises parce que les architectes étaient vraiment un peu éloignés des impôts et de tout ce qui est fisc. Et c'est une école qu'on apprend aujourd'hui et ce ne serait pas facile de le faire dans la brutalité comme on a dit tout à l'heure. Donc nous aimerions, ensemble avec la DGI, trouver le temps de continuer ces séances afin de donner beaucoup plus d'informations aux architectes parce qu'il n'est pas facile en fait, comme l'a conclu mon prédécesseur, les impôts font toujours mal parce qu'on entre dans la poche et quand on entre dans la poche, c'est pas facile de sortir ce qu'on a gagné et de payer. Mais il faudra vraiment être informé et formé afin de s'approprier de ces informations et être prêt, être apte à payer. Donc nous voulons dire une fois de plus merci. Et ici, je représente le président qui est empêché. À mon nom propre et à son nom, nous disons une fois de plus merci. Et nous espérons continuer ensemble parce que nous voulons permettre à ce que la nation puisse gagner. Si nous gagnons, la nation gagne aussi. À travers cette série de matinées fiscales organisées avec les différentes professions libérales, à savoir les avocats, le médecin, les chirurgiens dentistes, les infirmiers et les architectes, l'administration fiscale réaffirme la volonté de promouvoir une fiscalité moderne, transparente, équitable et participative, tout en consolidant le climat de confiance entre l'État et les contribuables. Après 3 mois de suspension conservatoire, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Etienne Chimanga Mutombo, a officiellement repris ses fonctions ce jeudi à Kinshasa. Une cérémonie de reprise au siège de l'OCC en présence des autorités de tutelle et des responsables de l'établissement. Suivez les détails avec Christian Lagrasse Liolia. À son arrivée, il a été reçu par Joao Juni, directeur de la coopération internationale de services de sécurité chinois. Cette rencontre marque le lancement d'un programme d'échange diplomatique et technique prévu durant les séjours. Cette mission vise avant tout à consolider la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, notamment dans les domaines de la sécurité intérieure et du renforcement de mécanismes de prévention et de répression de la criminalité. Elle s'inscrit ainsi dans la dynamique d'approfondissement de relations bilatérales entre les deux pays, particulièrement dans le secteur sécuritaire. Parmi les temps forts de la visite figure la signature d'un accord de partenariat entre la police nationale congolaise et les services chinois de sécurité publique. La cérémonie sera présidée conjointement par le vice-premier ministre Jacquemaine Chabani-Louko et Zhu Dantong, représentant des autorités chinoises compétentes. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des réformes engagées au sein de la police nationale congolaise. Elle contribue à la mise en œuvre de la loi de programmation relative à la réforme de la police portée par le VPM Chabani et promulguée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la professionnalisation de la police nationale congolaise. Avec la résurgence des médicaments et les défis liés à l'accès aux médicaments en Afrique, le Fonds de la promotion de l'industrie FPI soutient à la recherche scientifique et à la production locale de médicaments.
C'est dans cette dynamique que le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a effectué ce mercredi une visite de travail au centre de recherche phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique CREPA situé à Limete. Suivez ces reportages. Le Fonds de promotion de l'industrie poursuit son accompagnement au centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, en sigle CREPA. En visite de travail, Blaise Mastaki, le directeur général adjoint du FPI, est venu évaluer les avancées réalisées grâce au financement accordé. Le directeur général du CREPA a salué l'appui du FPI, estimant que ce soutien a joué un rôle déterminant dans l'existence et le développement du centre. Il y a eu deux types de financement que nous avons reçus du Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons reçu à 2 reprises une subvention. La première pour accroître notre capacité de production en 2019 et la deuxième à la hauteur de $800,000 à peu près. Et la deuxième pour conduire l'essai clinique randomisé de Dubassé contre la COVID-19 dont je viens de parler, à la hauteur de $500,000. Par la suite, nous avons obtenu également du FPI un financement, un crédit pour l'acquisition du site industriel où nous nous trouvons actuellement. Voilà les 3 financements, les 3 appuis que nous avons obtenus du FPI depuis 2019 jusqu'à ce jour. Et pour acquérir ce site, c'est un financement de l'ordre de $4,500,000. Le CREPA développe plusieurs produits thérapeutiques issus de la recherche locale, notamment Doubase C, Concure et Astro CM. Il ambitionne aussi d'élargir sa gamme de médicaments destinés à la lutte contre certaines infections virales, les cancers, le diabète, l'hypertension ou encore la drépanocytose. Vous êtes dans un secteur qui a très vite retenu l'attention du FPI. Parce que nous nous sommes dit, quand nous finançons l'économie, nous le faisons en tenant compte des besoins de notre pays. Et que nous savions que comme nation, tôt ou tard, nous pourrions faire face à des fléaux comme Ebola, Covid ou autres. Et que nous devrions, dans notre stratégie de financement du marché, de l'économie, nous devrions en tout cas préparer des majeurs, vous voyez, dans le domaine aussi pharmaceutique. Et c'est dans ce sens que CREPAT a retenu l'attention du FPI. On va commencer par la subvention à 2 reprises, à plus d'$1 million pour de recherche. Après, nous sommes allés vers le financement, comme vous le savez, à $5 millions. Mais ce n'est pas fini. Cette fois-là, nous nous sommes dit, il y a Ebola. Et la presse internationale parle d'Ebola. Mais ceux que nous avons financés pour ces recherches, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? C'est donc pour vous poser la question que nous étions venus. Nous n'avons pas voulu le faire au téléphone. Nous avions amené le meilleur de nous-mêmes, ceux qui ont été là 10 ans avant, préparant ce dossier nuit et jour pour que vous soyez financés. Nous sommes dit, allons ensemble poser la question à ces savants congolais. Aujourd'hui, l'objectif affiché est d'accompagner non seulement la recherche, mais aussi l'accessibilité des médicaments produits localement. Comment faire en sorte que ce produit soit accessible au peuple à un prix très raisonnable sur toute l'étendue du pays? Comment y arriver? Et c'est là que le FPI à vos côtés est prêt à faire le lobbying nécessaire pour que vous obteniez le soutien nécessaire afin que ce produit soit connu du peuple, reconnu par les institutions attitrées, pour que leur utilisation par le peuple soit totalement et officiellement régulière. À travers cet accompagnement, le FPI entend contribuer à l'émergence d'une industrie pharmaceutique nationale capable de réduire la dépendance extérieure de la RDC en matière de médicaments et pouvoir faire face aux grandes épidémies comme Ebola, le Covid-19
ou encore le Mpox, grâce à des solutions scientifiques développées localement afin de renforcer la souveraineté sanitaire du pays. Suivez ces publics reportages que nous vous proposons l'Inspection générale de finances IGF sur les contrôles systémiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique. Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme aux détournements causés par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. C'est la fin de ces rétrospectives de la grande édition sur APIC Télévision. Messieurs et dames, retrouvons-nous la semaine prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.